Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1073 de One Piece. Un chapitre, que dire, il y a des choses dont on va pouvoir parler, il y a des choses qui m'ont fait plaisir, des choses où encore une fois ça m'a réouvert des blessures. Oda, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me mets-tu ces pensées en tête? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais un chapitre, je suis persuadé que vous avez dans la plupart apprécié. On a des informations, on a des révélations. Egghead quoi. Egghead est un arc incroyable. Il y a vraiment, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, depuis qu'Oda nous a dit je passe la vitesse supérieure, et pas dans le mauvais sens, je passe la vitesse supérieure parce que on est dans la fin de One Piece, on est dans la fin de l'œuvre, que ça fait 20 ans que nous vivons une aventure de pirate avec des antagonistes, etc. Et d'évolution de, vous savez, de scénario, d'histoire, de mystère aussi. Ben ça avance, et ça avance mais pas trop rapidement. En fait c'est rapide mais ça me choque pas. Au début je sais, pas pour vous, mais moi j'avais très peur qu'Oda aille trop vite. Et je me suis dit merde, faudrait pas qu'Oda, en voulant aller trop vite, en voulant nous donner des réponses, il se rate. Et que on se dise ah il y a plus de trucs One Piece, parce que One Piece ça prend du temps, c'est long. Mais non, j'ai pas ça. Et Egghead j'adore, c'est vraiment un arc incroyable. Là où Wano Kuni, je suis persuadé que quand je regarderai Wano Kuni en animé tout du long, tout l'arc en un bloc, si je relisais tout Wano Kuni en un bloc, ça serait incroyable. Mais chapitre par chapitre, c'était par moments mou, et même un peu parfois bon, bon, pas, c'était pas foufou quoi. Là, Egghead, j'ai pas un chapitre où je suis déçu. Donc je voulais parler de ça parce que ça m'est important de le stipuler quand même, de le signifier quoi. Egghead c'est une dinguerie cet arc, j'aime trop. Donc chapitre 1073 les amis, le titre Miss Buckingham Stussy. Pourquoi? Parce qu'on va avoir encore des révélations sur Stussy, on va voir même des petites choses sur elle, des choses très intéressantes par rapport au CP, et ça je suis trop content et je vais vous en parler quand on y arrivera, mais enfin quoi, et il faut que je vous en parle parce que je veux que les gens comprennent ça par rapport au CP, parce que ça m'énerve. Donc cover toute simple, on voit que Vegapunk en fait a eu un prix, on va dire Nobel de la paix, dont dans le monde de One Piece on va dire que c'est un prix Ibel, je crois qu'ils appellent ça, parce qu'en fait il a inventé une espèce de fleur qui pousse sur les poudres à canon. Et en fait, on voit dans une petite bulle derrière que ça permettrait en fait de complètement arrêter des guerres, parce que eh ben, si tu fais pousser des fleurs dans la poudre à canon des fusils, ben, ça va tirer des fleurs, du coup ça ne peut pas blesser. Si tu les mets dans des chars, ça va tirer des fleurs, ça ne peut pas blesser. Donc c'est en gros quelque chose qui pourrait saboter des guerres en sabotant les armes des militaires et des armées en guerre. Et en fait c'est assez stylé, et c'est assez cool de voir aussi derrière forcément les trois zigotos que sont Jude, César et Queen, qui en fait ils sont derrière en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui nous a fait des fleurs, alors qu'eux ils créaient des foutus démons artificiels qui en torturant des gamins, ils font des poisons de merde en torturant tout le monde, ils font des clones militaires en s'en battant les couilles de la conscience et tout. Enfin, c'est vraiment des bourrins qui voient pas du tout la science comme Vegapunk. Et pourtant, vous savez que j'aime pas Vegapunk. Donc, c'est assez drôle de voir les trois derrière Vegapunk, un peu en mode oula, il vient de créer des fleurs, c'est ça? Donc j'ai bien aimé ce cover, qui d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est une erreur, si vous regardez en bas de la cover, on est sur une cover de la froide Odyssée du Germain et 66, donc je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on serait encore dans l'aventure des maths. En fait on est revenu sur la froide Odyssée du Germain 66. Donc comment ça va suivre ces covers, je sais pas trop, peut-être juste une erreur. On retrouve donc Stussy on voit qu'elle a réussi à endormir Kaku, et on voit qu'elle va réussir à neutraliser Lucci, et elle va le faire d'une excellente manière. Elle va le faire grâce à un rouge à lèvres en granit marin. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Combien de fois je vous ai répété, et je me fais une guerre, je mène une guerre contre ces gens-là qui crachent du venin sur le CP0 en disant ils sont faibles, et en ne comprenant pas que le CP0 sont des agents secrets, des espions et une agence de renseignement et d'espionnage et d'assassinat aussi, mais
Voilà, ce sont des James Bond en fait. Le CP0, le CP9, etc. Ce sont pas des militaires. Et en fait, on a le parfait exemple. Nous avons Stussy, agent du Cypherpol 0, qui utilise un gadget. Et en fait, quand tu vois un gadget comme ça, moi, ça m'a tout fait penser James Bond, Inspector Gadget. Vous savez, tous ces policiers, ces agents un peu secrets, un peu... Bon, le Inspector Gadget n'est pas un agent secret, mais tu prends James Bond, ok, en exemple, qui ont des gadgets planqués et qui, en fait, ne sont pas des bourrins. En fait, ils fonctionnent par la ruse, par la magouille, par des plans bien bien foutus, quoi. Et en fait, ça fait même référence à, rappelez-vous, le Cypherpol 9, le CP9, quand on était à NES Lobby et Water 7. Pendant 3 ans ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, dites-le moi en commentaire, le CP9 a été... Bueno était un barman pendant 2 ans pour surveiller... comment il s'appelait, le maire oh mince, le pote de Frankie, son frérot là. Bon, pour surveiller et pour chercher les plans du navire qui pourrait contrer Pluton. Pareil pour Kaku, Khalifa. Et en fait, c'est ça, c'est des agents de secret. Et en fait, c'est trop cool de voir. Et d'ailleurs, Stussy le dit à Lucci, qui Lucci lui est beaucoup plus puissant et un assassin par rapport aux autres agents. Elle dit, mais moi je ne peux pas vous affronter de face. Vous êtes trop puissant en fait. Par contre, je ne suis pas bête, je suis rusé, je sais utiliser mes avantages pour vous vaincre en fait. Et donc, je savais que tu allais répondre en voyant ça, en voulant faire un index gun et m'assassiner, parce que tu réagis comme ça, ton instinct, tu as un instinct animal très et c'est tout Lucci qui est très violent, très brutal. Rappelez-vous, lors d'Enies Lobby, son flashback où on le voit assassiner des centaines de personnes, il est très brutal Lucci pour un agent du CP. Et c'est assez cool parce que ça confirme ce que je vous dis et ce pourquoi je me masse, c'est que il ne faut pas oublier que les militaires, ce sont les marines, le CP, ce sont des agents secrets. Et là, Stussy utilise un gadget d'agent secret et elle utilise la finesse, la ruse, l'avantage stratégique, son intelligence pour battre la puissance brute qui est au-dessus d'elle, qui est Lucci. Donc ça, très important, pour ça que je vous en parle, et parce que je trouvais ça très important de vraiment appuyer sur ça, parce que vous le savez, si vous regardez mes critiques, ça fait un bon moment que j'essaye de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas sous-coter le CP et respecter leur puissance. On va donc se rendre compte que Stussy, en fait, c'est elle, la personne dont Vegapunk avait demandé de l'aide. Là, on va vraiment avoir la confirmation. Ça fait 20 ans d'ailleurs qu'on apprend que ça fait plus de 20 ans qu'elle est au CP. Mais en fait, les Vegapunk sont assez surpris de se rendre compte qu'en 20 ans au CP, étant donné qu'elle a une libre conscience, elle n'a quand même jamais abandonné sa fidélité par rapport à son créateur, par rapport à celui qui lui a donné la vie. C'est assez cool. Maintenant, vous savez mon point de vue si vous avez regardé la critique analyse du chapitre 1072 sur le fait de faire des clones et ce qu'a pu faire Vegapunk. Là, Stussy a l'air d'avoir une vraie conscience, elle a l'air d'avoir vraiment son libre arbitre, etc. Donc ça me dérange moins, contrairement au Séraphin. Tout de même, il y a un truc que j'ai trouvé illogique, c'est le moment où elle dit bon, ben je ne peux pas contrer l'ordre de Lucci parce que j'ai la même autorité. Et en fait, j'ai trouvé ça bizarre, parce que si tu as la même autorité, en fait, si tu es à la guerre, tu fais la guerre et dans ton armée, il y a 2 généraux. Ils sont au même grade, tu vois. Ou 2 lieutenants, tu vois, 2 lieutenants. Le premier lieutenant te dit, on attaque ici. Si le premier lieutenant tombe, le deuxième lieutenant est censé pouvoir te donner un contre-ordre. Et en fait, j'ai eu un peu ce sentiment en lisant ça de me dire, mais ce n'est pas logique en fait, Oda. S'ils ont le même niveau d'autorité, ça veut dire qu'elle peut tout autant leur donner un ordre. Donc ça veut dire qu'elle est censée pouvoir dire au Séraphin, n'attaquez plus le labo. Séraphin, arrêtez d'attaquer le labo. Parce que sinon quoi, ça veut dire que les Séraphins sont à ce point, et du coup on revient à ce que je disais, que je n'aime pas Vegapunk parce qu'il leur prive de libre service et de conscience. C'est-à-dire que si Lucci donne l'ordre, détruisez sa ville, tuez tous les habitants, tuez tout le monde, personne, si c'est pas un membre du Gorosei ou un Vegapunk, ne peut l'arrêter du CP. Si Kaku avait dit au Séraphin, détruisez tout, tuez tout le monde,
personne au CP, il aurait fallu qu'un Vegapunk arrive sur place, qu'un membre du Gorosei arrive sur place. J'ai trouvé ça très bizarre, donc c'est pour ça que je le note, parce que vraiment, j'ai pas compris si tu as, enfin, ça a pas de sens. C'est pour le coup, je trouve ça un peu illogique. On voit Zoro et Brook d'ailleurs qui vont tenter du coup de stopper les Séraphins. Le temps on voit que les Végas sortent du labo et donc viennent leur donner un contre-ordre. Et en fait, on se rend compte que les Séraphins ils détruisent pas mal le labo et les alentours. Et même qu'ils laissent pas le temps aux Vegapunk quand ils arrivent dehors de s'exprimer, parce qu'on voit les Vegapunk sortir, les appeler, ils les attaquent quoi. On le voit deux fois, on le voit une fois avec le Séraphin de Mihawk et le Séraphin de Jinbei. What the fuck quoi. Enfin, en fait ça devient vraiment des objets quoi. Ils ont aucune réflexion. C'est-à-dire que il y a quand même quelqu'un qui est censé être un niveau d'autorité supérieur à l'outil, qui l'appelle, et les Séraphins n'écoutent pas, ils ne réfléchissent pas, en fait ils prennent pas le temps de réfléchir, et ça reste dans ce que je disais. Je n'aime pas ce qu'a fait Vegapunk. Il a créé de la vie, mais il a privé à cette vie qu'il a créée de réfléchir, d'avoir son libre arbitre. Alors, on voit des prémices avec des discussions avec, par exemple, le Séraphin de Bois Hancock, où on nous dit, ouais, il a peut-être un peu quand même, un peu au fond de lui d'humanité, etc. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui va pas, quoi. Et moi, ça confirme ce que je dis, c'est que Vegapunk, c'est une merde d'avoir créé les Séraphins, tout comme juste c'est une merde d'avoir créé des clones. Tu ne crées pas la vie si c'est pour en faire un esclave, en fait. Enfin, moi, je trouve ça horrible, en fait. Donc là, c'est cool, parce que on arrive sur un moment bien stylé du chapitre, les amis. Le Séraphin de Mihawk contre Zoro, ça se passe vite, on a un échange de coups qui est très rapide, mais c'est quand même très stylé. Mais ce qui est stylé, c'est la réflexion de Zoro, qui en fait dit que le Séraphin de Mihawk a l'air et paraît plus humain que l'original. Et là, en fait, je me suis fait une réflexion. Pourquoi, en fait? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, tiens, le Séraphin de Mihawk a l'air plus humain que l'original? On est encore dans ce côté humain, machin. Je trouve qu'on a beaucoup de rapports aux démons dans One Piece. Et à l'âme démoniaque et tout. Pourquoi je dis ça? Robin, depuis enfant, est appelé l'enfant du démon. Sa transformation avec son fruit à Wano est quand même une forme très démoniaque qui fait, rappelez-vous au dernier chapitre, je vous avais même demandé, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas une race de vampires pour, par exemple, vu la ressemblance entre ceci et ce qu'elle fait, et Robin, etc. Enfin voilà, on était dans la pure imagination et théorie. Mais néanmoins, Zoro, on l'a vu devant la faucheuse à Wano, on l'a vu, il a une forme où il a 3 têtes, le boug, la forme Ashura, c'est un délire. On a beaucoup de rapports aux démons, les fruits du démon, les formes de Zoro, les formes de Stussy, les formes de Robin. Est-ce que Mihawk serait un démon? Est-ce que lui aussi aurait un rapport avec ce côté un peu des enfers, des démons, des trucs, tu vois? Est-ce qu'il y aurait ça dans One Piece? Parce que vraiment, moi je me pose la question, on a beaucoup ça qui revient. Alors oui, bien sûr, pour Robin on pourrait dire l'enfant du démon, mais parce que toute son île a cramé, que les gens réfléchissent pas, qu'elle a un fruit des démons, et donc les gamins en fait l'harcèlent et lui chient dessus et sont des purs abrutis. Oui, c'est possible. Et peut-être que j'extrapole complètement. Mais j'ai quand même envie d'avoir les réflexions, parce que ça fait beaucoup de fois qu'on a des rapports aux enfers, aux démons, à l'obscurantisme. Enfin, l'obscurantisme c'est pas vraiment le bon mot, mais à l'obscurité, tu vois, tout ça, tu vois. Et même Zoro qui se dit roi des enfers, tu vois. Enfin, voilà. Donc je pose ça là. Mais j'ai trouvé cette réflexion très surprenante de voir Zoro dire que le Séraphin de Mihawk est plus humain que le vrai Mihawk. Mihawk, souvenez-vous quand même, qui a des yeux particuliers. On en connaît très peu des gens avec des yeux particuliers. Im le fit en Gear 5. Bon bref. Ouais. Qu'en est-il en fait? Qu'en est-il? Et est-ce que Oda va développer des nouvelles races, va développer d'autres trucs, tu vois? Enfin, trop hâte en fait, trop hâte. Donc derrière, on voit Sanji qui sauve Edison, qui lui aussi a essayé de donner un ordre, mais encore une fois le Séraphin écoute rien, et donc le Séraphin de Jinbei lui envoie un laser dans la gueule. Par chance, Sanji est ultra rapide et donc arrive à le sauver. Derrière, on continue, il y a des petites cases, hein, je vous passe les petites cases, mais on voit Stussy qui va finalement
rejoindre les Vegapunk à bord du Sunny. D'accord, je comprends. Mais là, tu me fais mal à mon petit cœur, Oda. Je commence à avoir très mal à mon petit cœur de voir des gens monter à bord du navire. Pourquoi je dis ça? Il y a 4 Mugi, à mes yeux, qu'on ne voit plus avec l'équipage. Le premier est mort, c'est le Sunny. Le Sunny était un Mugi. Je considère que c'était un Mugi. Étant donné que c'était un bateau avec une âme, donc à partir du moment où il a une âme, il s'est battu à des moments pour aider l'équipage, donc c'est un Mugi à part entière à mes yeux. Le Sunny est mort, très bien. C'est triste, mais il est mort. Vivi, pour X raisons, je sais, n'est pas à bord avec Kaku, c'est une Mugi pourtant. Ça me fait déjà assez chier. Carotte, je ne sais toujours pas ce qu'il en est, parce que depuis Wano, on n'en sait rien. À part qu'elle est sûrement devenue reine de Wano, hein, ça, on s'en doute du coup, vu que Oda ne s'est pas plus poussé le truc, mais ça me fait chier, parce qu'elle a vécu énormément de choses avec les Mugi, et que eh bien, j'aurais bien aimé qu'elle soit à bord pour être la vigie, par exemple, et que ça aurait encore mis une touche de féminité en plus de Vivi. Et Yamato, c'est pareil. Yamato, elle est pas montée à bord. Je la considère quand même comme une Mugi. Elle est pas montée à bord parce que il faut protéger. Je suis le chien de garde de Wano. Donc ça fait 4 personnages. Un qui est décédé et qui a fait son bout de chemin avec nous. Et bravo Oda pour m'avoir fait pleurer pour un bateau. Je pleure encore quand je revois la scène. Bref, ça n'a rien à voir. Mais ça fait 3 personnages que je considère comme des Mugi qui ne sont pas à bord. Et j'avoue, ça me casse les burnes. Autant qu'on avait l'eau sur le bateau, j'étais en mode ok, il y a une alliance. Là, on va sauver les Vegapunk, machin. Ok, pourquoi pas. Mais j'en ai marre, quoi. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule, genre. Voilà, je suis frustré. En fait, c'est juste, je suis frustré de voir des gens monter sur le bateau, mais ne jamais définitivement rester. En fait, le seul qu'on a laissé, souvenez-vous, c'était Jinbe, et on savait que c'était un Mugi, et il est resté pour des raisons machin, pour protéger machin, tu vois. Ok, il est revenu, mais quand il est revenu, j'ai eu hyper du mal. J'ai encore du mal à me dire putain, Jinbe est un Mugi à part entière parce que pendant tellement longtemps il n'a pas été là. Et en fait, ça me fait chier de laisser tomber Vivi. On a eu des aventures de ouf, on l'a laissé tomber. Enfin, on l'a laissé tomber. Elle est pas sur le bateau. Carotte, on a eu des aventures de ouf. Elle a perdu des gens, un machin, truc de ouf. Elle est pas sur le bateau. Yamato, on a combattu avec elle, on a combattu son papa avec elle. Elle est pas sur le bateau. Et là, je sens que ça va être encore pareil en fait. Je sens qu'on va nous développer les Vegas. Alors les Vegapunk, je comprends qu'ils ne restent pas sur le bateau, mais ceci, pour le coup, c'est comme Bunny. Bonnie, par exemple, il faut en parler, parce qu'on oublie tous Bonnie. Mais Bonnie, c'est pareil, elle n'a plus d'équipage. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Là, elle va découvrir les souvenirs de son père. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va devoir partir avec l'équipage de Luffy? Elle va pas rester sur place et attendre les marines. C'est pas possible. Donc elle va devoir partir avec Luffy. Qu'est-ce qu'on va faire, Bonnie? On va encore découvrir des trucs sur Bonnie. On va s'attacher à elle, à son passé, à son lien avec Kuma. Et on va encore nous la lâcher. On va encore avoir quelqu'un qui n'a plus rien, ne pas être avec les Mugi. Et en fait, ça me fait chier. J'ai besoin de stabilité dans l'équipage. Et j'ai besoin de touches féminines. Je trouve que ça commence à manquer à bord de l'équipage. J'aimerais bien voir de nouvelles femmes, fortes ou pas, mais qui ont des choses à rajouter à l'équipage. Et que ça soit Vivi, Yamato, Carotte, les 3 l'avaient et elles ne sont pas là. Donc si Bonnie et Stussy montent à bord, j'aimerais bien qu'elles restent dans l'équipage. Le seul souci que j'ai avec Bonnie, c'est que Bonnie, c'est une ancienne capitaine. Est-ce qu'elle acceptera de... Après, en fait, c'est un peu une réflexion un peu conne parce que en réalité, Jinbe c'est pareil, c'est un ancien capitaine. Mais tu m'as compris. Donc là, je voulais vraiment faire un aparté sur ça. Il y a beaucoup d'apartés dans cette critique, mais parce que ça m'a... J'ai vraiment... Je suis un peu touché avec ça en fait. J'aimerais bien qu'Oda nous rajoute des femmes à bord et surtout des Mugi qui ne fassent pas tâche. Et pour moi, pour le coup, il y a 3 femmes qui devraient être à bord qui ne sont pas à bord. Et je pense que Bonnie et Stussy vont être traitées. Et si nous les met pas à bord, ça va me casser les couilles en fait. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce qui va pouvoir advenir, parce que tous montent sur le Sunny, c'est pas possible. Tous les Vegapunk, c'est pas possible de les garder. Pourquoi? Parce que Luffy va les protéger, va les accompagner jusqu'à un endroit, mais il peut pas les garder à bord. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres qui vont se mener, qu'il a encore de l'aventure à faire, qu'il a encore plein de choses à découvrir, qu'il a plein de choses à apprendre, et que c'est clairement pas... Imaginez d'un coup tous les Vegapunk se rajoutent à l'équipage. Là pour le coup, je serais en mode... What the fuck? Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui adviendrait des Vegapunk? Pour moi,
les Vegapunk vont rejoindre les révolutionnaires. Ça permettrait un lien Dragon-Luffy, un lien équipage de Luffy révolutionnaire, un lien connaissance de Vegapunk, connaissance de Dragon. Voilà, ça permettrait de faire un mélo. On avait vu un flashback, souvenez-vous, Dragon proposait à Vegapunk de rejoindre les révolutionnaires et il disait non, c'est pas le moment, vous n'avez pas d'argent pour financer mes recherches, donc autant que je profite de l'argent du gouvernement mondial. Là, Vegapunk n'a plus rien, donc autant qu'il serve à quelque chose, qu'il serve à quelqu'un et à une bonne cause, et qu'il rejoigne les révolutionnaires avec tous les Vegapunk. Ça permettra de possiblement un peu améliorer l'armement des révolutionnaires, apprendre des choses aux révolutionnaires, et donc je trouverais ça intéressant. Pour ce qui est de ceci, elle ne peut plus rejoindre le CP. Elle vient de trahir le Cypher Pole, elle vient de trahir le gouvernement mondial, elle vient clairement de faire ça, elle n'a donc plus aucun endroit pour aller. Elle a donc deux solutions à mes yeux. Soit elle reste avec Vegapunk et donc rejoint son créateur, j'aime pas ce mot, ça m'énerve, elle rejoint l'homme qui lui a donné la vie, et elle le protège et donc rejoint les révolutionnaires, ou alors, étant donné qu'elle n'a plus aucun endroit où aller et qu'elle peut quand même devenir quelqu'un d'intéressant à bord de l'équipage, en termes de puissance néanmoins, elle n'est pas au niveau, donc comme on a vu, d'un Lucci, d'un Kaku, d'un Zoro, d'un Sanji, mais c'est quand même une femme avec un certain niveau, qui pourrait devenir un Mugi d'infiltration pour les Mugi, de renseignement, tu vois. Qui irait chercher des infos, vice versa, tu vois, on pourrait imaginer plein de trucs, donc voilà. Et pour Bonnie, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle va faire et devenir? Parce que oui, c'est bien beau, elle va aller voir les souvenirs de son père. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, on parle bien sûr de tous ceux qui vont rejoindre la flotte. L'équipage, pardon, enfin le bateau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'en apprenant les souvenirs de son père, est-ce qu'elle va vouloir elle aussi rejoindre les révolutionnaires pour aider le Dragon et donc la cause pour laquelle son papa aurait donné son humanité, sa conscience, etc. Est-ce qu'elle va rester avec les Mugi et dire c'est avec toi qu'on va réussir à apporter le nouvel homme, la paix dans le monde, etc. Et donc je vais t'aider, accepte-moi auprès de toi. Voilà. On a une ouverture possible sur bien des choses. Vous avez peut-être d'autres idées, dites-le moi en commentaire si vous avez d'autres idées, mais c'est les réflexions que je me suis faites, et en fait c'est assez intéressant, c'est cool en fait. Moi ça me plaît quand dans les chapitres, tu vois, on nous rajoute des trucs et que tu puisses vraiment réfléchir, putain, qu'est-ce qui va se passer pour un tel, qu'est-ce que ça va faire, comment ça va finir, tu vois. Donc voilà. Derrière ça, on voit vite fait Luffy qui cherche toujours Bonnie et Vegapunk, donc eux ils sont sûrement encore dans la salle de Kuma en train de réagir aux souvenirs de Kuma. Et là d'un coup on switch sur l'île donc Sphinx de Barbe Blanche, l'île natale de Barbe Blanche, là vous savez où il y a le village caché. Et en fait, on se rend compte que Marco est enfin rentré de Wano Kuni. Souvenez-vous, quand il est parti de Wano Kuni, il a vite fait croiser Shanks, mais il est reparti. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est rentré à Sphinx. Et on s'aperçoit de quelque chose, c'est que la marine a su que Marco n'était plus sur Sphinx, ne protégeait plus Sphinx. Comme de par hasard, c'est ce que craignait Marco. Des marines sans honneur et frauduleux et sans scrupules ont attaqué l'île. Et donc, on a un rapport par rapport à toutes ces fois où on disait telle île est protégée par un tel. Quand là, l'île des hommes poissons qui est protégée par le pavillon de Luffy, c'est une dinguerie. Ils sont protégés parce que c'est sérieux. La marine va pas les faire chier. Quand Wano maintenant a le pavillon de Luffy en immense et dit ici vous êtes sur la terre de l'empereur Luffy, vous êtes sur une terre alliée à cet empereur, vous venez foutre la merde, c'est la merde, ça ne veut pas rien dire. Donc là, on a l'exemple typique de l'île de Sphinx. La marine savait, protégée par Marco, mollo bolo. Il est parti à Wano, paf, t'as direct des connards, ils sont arrivés, ils ont braqué le peuple, allez, donnez-nous tout, donnez tout. Ils les ont rackettés. Référence, d'ailleurs, on peut faire un rapport, hein, une référence. Souvenez-vous à cet enfoiré lors de l'arc Arlong. Je sais plus quoi, Mizumi je crois qu'il s'appelait ou un truc comme ça, l'autre qui a d'ailleurs un peu le même design avec des sortes de branches de rats là, bon bref, une saloperie quoi, qui avait volé tout un ami en déterrant son trésor pour sauver le village parce qu'il avait fait des magouilles avec Arlong et tout, enfin cet enfoiré quoi. Et donc ça nous prouve encore une fois qu'il y a vraiment différents aspects de la marine quoi. T'as les marines comme Garp,
Smoker, Tashigi, Kobe, qui sont des marines très nobles, qui eux veulent la paix, qui même pourraient réussir à faire abstraction du fait que tu sois un pirate si t'es pas une mauvaise personne, quoi. La preuve, c'est que on a l'exemple de Sengoku qui arrête la Grande Guerre quand Shanks arrive, parce qu'il sait que Shanks n'est pas une ordure, ça a pas l'air d'être un pirate, enfin on n'en sait rien, en réalité on n'en sait rien, mais ça a pas l'air d'être un salopard, tu vois. Là, à côté, on a les marines qui sont beaucoup plus, tu sais, dans non, on est radicaux, il faut juste pas de connards, quoi, avec Akainu. Z était un peu comme ça avec les marines où il dit, ben non, je vais éradiquer tout le monde parce que il faut juste pas qu'il y ait de s'il y a plus de pirates, il y a plus de méchanceté, alors que c'est faux, on se rend compte que c'est faux. Donc, ils sont un peu, qui croient qu'ils sont tout bons, alors que c'est pas vrai. Et t'as les marines qui sont sans scrupules, qui utilisent des pouvoirs qu'ils ont dans l'autorité et dans le fait que le gouvernement mondial domine et en fait a mis dans une bulle l'univers et le monde de One Piece, et ils profitent de la place qu'ils ont dans cet univers, et c'est des horribles personnes, tu vois, et en fait c'est assez touchant de voir ça, parce que ça, encore une fois, ça te montre bien que la marine a bien des facettes, et que ben non, Oda n'écrit pas One Piece en disant les méchants c'est les pirates, les gentils c'est les marines. Non, les gens méchants peuvent faire des métiers de gentils, et la preuve, dans notre monde ça arrive. Des policiers font des horreurs, et pourtant merci aux policiers d'exister et de protéger moi, mes concitoyens, la plupart tous les jours. Les pompiers, t'as des horribles personnes chez les pompiers, et pourtant merci aux pompiers de protéger et de secourir des gens, moi et mes concitoyens, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'aime dans One Piece, c'est que ce n'est pas manichéen, c'est pas tout blanc, tout noir. Non, il y a des horribles personnes dans les pirates, dans les marines, et c'est super cool de, encore une fois, nous le montrer. Par chance, l'île de Sphinx va être sauvée par Weeble. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on l'avait vu, il se faisait attaquer justement par des marines. Lorsque la marine avait annoncé la dissolution des grands corsaires pour les remplacer par les séraphins, du coup. Donc assez intéressant de voir qu'il y a survécu, que maintenant qu'il est arrivé à Sphinx, du coup. Il défend Sphinx, bon alors pas étonnant, il défonce des marines classiques, c'est logique, hein, ça reste Weeble, on nous le tease comme un monstre de puissance. C'est assez cool de voir quand même qu'il protège l'île natale de son papa, c'est assez cool. Ça montre que quand même sa mère, Miss Bakin, lui en a parlé, elle lui a expliqué que l'île du Sphinx c'est l'île de son papa, c'est là qu'il a grandi. Donc disons que je me dis que peut-être qu'elle le prend pas pour un con, et qu'en fait vraiment c'est peut-être vraiment la maman du bébé de Barbe Blanche, quoi, et qu'elle lui a vraiment dit Weeble, là on est sur Sphinx, l'île natale de ton papa, il y tenait beaucoup, et du coup pour ça que Weeble défend. Juste, elle est en mode, dans sa tête, elle est, et on verra plus tard parce qu'on fera le lien, mais elle est en mode, par contre, tout son héritage de Barbe Blanche, il est à toi, il est pas à son équipage, il est à toi. Donc s'il avait un trésor, il te revient, tu vois. Elle est un peu, tu vois, j'ai plus le mot, mais elle est très pécuniaire, tu vois, elle veut le trésor. Bon, c'est assez cool. Malheureusement, en fait, Weeble s'est fait péter la gueule, ou alors s'il s'est pas fait péter la gueule, il s'est rendu, on sait pas trop, on a un petit flou sur ça. Mais en fait, Aramaki, qui donc, parce que Aramaki, l'amiral, le fruit de l'arbre, de la nature, mes couilles. Bien des gens pareils, parce que c'est les bandeurs de puissance et qui ne comprennent rien à comment fonctionne One Piece, parce que ça c'est ma vision des choses, je vous le dis très clair. Sont en mode, oh il est revenu là, il a vu Shanks, il s'est piécé dessus. Le mec était 1 versus Yamato, le fils de Rosanji, Jinbei en backup qui était en mode ils s'en sortent bien les genoux. Shanks dans le dos, dans le bac. Le mec il arrive à Wano, il a pété Queen, King, allez hop hop hop. Allez de rien, merci pour tout. Il arrive Weeble, allez de rien, merci pour tout. Il va falloir commencer à comprendre que c'est pas une daube. Juste, c'est comme tout. Soit t'es débile et tu ne réfléchis à rien et il aurait pu ne pas écouter ce que lui dit Shanks, et il aurait pu foncer dans le tas et il se serait fait dégommer. Ou alors t'es intelligent, tu comprends que t'es très puissant, tu fais Squin King, tu leur pètes la gueule, tu fais des lambda, tu leur pètes la gueule, mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est juste ça. Donc Aramaki, on se rend compte qu'il vient de quand même attraper un mec qui est ultra puissant quand même, hein. On parle pas, Weeble, je crois pas, dans les rapports de puissance, que les bandeurs de puissance, vous soyez là à dire oui mais Weeble il est faible. Non non, la plupart justement vous le kiffez parce que dès qu'on l'a vu, c'était en mode il est ultra balèze.
Donc, voilà, remettons les choses dans son contexte. Donc, début du chapitre, on voit quoi? Ceci, finesse de l'intelligence, de la stratégie, de la ruse. On utilise la ruse pour outrepasser la force. Ceci, Lucci, agent secret, CP0. Marine, paf, fin du chapitre. Aramaki, amiral. Weeble, allez, merci, au revoir. Queen, King, allez, merci, au revoir. Empereur Shanks, Empereur Luffy, commandant de Luffy, protecteur de Wano. Moi, je veux peut-être pas un V1000. C'est bon, ça rentre dans votre cerveau. Les bandeurs de puissance, ça rentre dans votre cerveau. Ok, c'est bien. Donc là, c'est cool. Assez cool. Derrière, on repasse sur Miss Bakin. Et là, donc, on va avoir confirmation que c'est bien ceci, l'origine de ceci, la clone du Cypher Ball. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On apprend donc, on nous confirme encore une fois que c'est une ancienne Rox. Mais surtout, c'est bien écrit noir sur blanc qu'elle a vécu au crochet des Mads pendant un bon moment. Et en fait, vivre au crochet de quelque chose, ça veut dire que tu dépends de la personne pour survivre. Donc, alors c'est bien beau de marquer scientifique autoproclamé. En fait, c'est juste qu'elle était avec eux, donc elle a dit je suis une scientifique moi aussi. En réalité, elle n'est pas reconnue comme scientifique. Notez-le bien. Et donc, je me suis dit, vu qu'elle vivrait au crochet des Mads, et que sans les Mads, elle ne pouvait pas survivre. Donc, ça veut dire que quand les Rox ont été déchus, elle a dû trouver un moyen de survivre, et donc elle a été chez les Mads. Est-ce que elle n'aurait pas servi de cobaye à Vegapunk pour rester en vie et pour vivre avec eux? Non, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'elle aurait pas servi de sujet d'étude pour Vegapunk pour créer son premier clone? Parce que pour l'instant, de ce qu'on lit, il a créé les Séraphins, c'est vrai. Mais un clone humain ayant une conscience, ayant une humanité, etc., il n'en a créé qu'un. Et c'est ceci, c'est Hyperpole, ok, là, ceci jeune. Est-ce que elle n'aurait pas été un cobaye de Vegapunk pour survivre au crochet des Mads et de Vegapunk? C'est vraiment une question que je me pose. Et est-ce que du coup, elle n'aurait pas pu aussi servir de test en prenant son ADN, en ayant l'ADN de Vegapunk, enfin de Barbe Blanche, pour créer artificiellement, en mélangeant les deux ADN, et etc., Weeble? Ou est-ce que, avec l'ADN de Vegapunk, il n'aurait pas pu, une fois ceci enceinte, faire une insémination artificielle de l'ADN de Barbe Blanche, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent avec cette phrase de vie au crochet des maths. Est-ce qu'elle n'a pas été un cobaye? Vraiment, c'est une vraie question que je pose, et donnez-moi dans les commentaires votre avis sur cette idée que j'ai eue, quoi. Parce que pour le coup, c'est écrit noir sur blanc. Derrière, on voit d'ailleurs qu'elle parle à Marco en lui confirmant, si tu as des doutes sur le fait que Weeble est l'enfant de Barbe Blanche et qu'il n'est pas, c'est pas vraiment son enfant, demande à Vegapunk, lui il peut te confirmer. Donc encore une fois, est-ce que c'est un réel enfant qu'elle a eu avec Barbe Blanche en faisant l'amour, quoi, en ayant une relation sexuelle, voilà, femme-homme, quoi, voilà. Est-ce que c'est une insémination artificielle? Est-ce que c'est un mélange scientifique de l'ADN de ceci et de Barbe Blanche? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sûre et certaine d'elle en disant je suis sa mère et Barbe Blanche est son père. Et elle en est convaincue parce que pour dire que Vegapunk peut confirmer cela à Marco, c'est qu'elle ne ment pas en fait. Derrière, un dernier switch, et on arrive sur la dernière page de ce chapitre, les amis, une critique qui aura duré assez longtemps, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Pensez à vous abonner quand même, et à laisser votre petit commentaire si ça vous a plu. On switch sur Kizaru, et sur la flotte de la marine. Souvenez-vous qu'on avait vu Kizaru il y a quelques chapitres en route pour Egghead avec une flotte de marine, et là on s'aperçoit qu'au milieu de cette flotte de la marine, il y a un bateau avec les pavillons du gouvernement mondial. Et qu'est-ce qu'on va voir et apprendre? Il y a tout simplement à bord du bateau un membre du Gorosei. Merci Oda, ça ne suffit plus. Il fallait que tu mettes un membre du Gorosei, Oda. Non mais, on se rend compte de ce que ça veut dire? Un membre du Gorosei et pas Marijoie là. On n'a jamais vu ça, hein. Parce que des dragons célestes avec leurs bubules, là, on en a vu quelques-uns descendre de leur palais là, tout blanc là. Mais des dragons, des Gorosei, des membres du Gorosei, jamais. D'ailleurs, on remarquera qu'il n'a pas de bulle. Mais il n'a pas de bulle, lui. Donc peut-être que c'est vraiment un délire des dragons célestes qui sont complètement débiles. Ce qui serait pas surprenant. Non mais la dinguerie, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte du truc que c'est. Et surtout, on va avoir son nom. Saint
Jae Garcia, Saturne. Saturne. Yes! On a Uranus, on a Poséidon, on a Pluton, on a des armes antiques, on a des trucs. Saturne. Eh ben allons-y. Hein, ça peut faire des références aux planètes, ça peut faire une référence aux dieux romains, Saturne, Pluton. Je sais pas. Bon. Voilà, donc du coup on peut imaginer tout et son contraire. Est-ce que les autres membres du Gorosei nom de planète, nom de dieu de la Rome antique? Va savoir. Est-ce que ils sont liés à l'ancien royaume? Va savoir. C'est ce que vient de nous mettre là. En fait, son apparition et son nom que crée trop de questions en fait. Mais il kiffe trop ça, Oda. Oda, c'est son kiff, les gars. Oda, il aime trop dans One Piece. Il aime trop nous donner. Je vous donne ça. Vous allez vous poser 5000 questions. Vous n'aurez 0 réponse. Mais vous allez adorer parce que ça va vous faire poser des questions. Voilà comment il fonctionne, Oda. Et ça fonctionne. Genre, je suis là. Je suis en mode, mais putain, qui est ce mec? Est-ce que c'est un mec de l'ancien royaume? Est-ce que, du coup, le Gorosei, en fait, les 5 membres plus Im, seraient des familles très anciennes, comme les Nefertari? Ça ferait référence à Vivi, qui serait possiblement une arme antique. Il y a plein de théories sur ça, je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que c'est en rapport avec Lady, qui serait du coup aussi une famille ancienne et antique? Et du coup, les familles du Gorosei, de Im, la famille du Di, la famille Nefertari seraient des familles beaucoup plus prestigieuses par rapport aux autres petites familles comme les Doflamingo, les Don Quichotte, pardon, pas Doflamingo, les Don Quichotte, etc. et les autres familles des Dragons Célestes. Ah, dinguerie. Je ne pense tout de même pas que ce... Alors, je sais parce que j'en ai vu vite fait sur les réseaux dire « Ah, imaginez, les Gorosei, c'est des armes antiques ». Je ne pense pas. Je pense que Oda, depuis le début, nous l'a très clairement fait comprendre. Il y a 3 armes antiques. Je vois pas pourquoi d'un coup, il se dirait « Allez, hop, hop, je vous mets Im, nouvelle arme antique, les 5 membres du Gorosei, hop, 5 nouvelles armes antiques ». Non, je pense pas. Clairement, je pense pas. Je pense qu'il y a 3 armes antiques. On les a toujours pas vues. Si on les a vues... Enfin, si, on a vu Shirahoshi qui est Poséidon. On a sûrement vu Vivi qui est sûrement plus... Merde. Uranus, je crois. Enfin, bref. Mais... Et on sait que Pluton est sous Wano Kuni. Mais... Pourquoi il irait nous rajouter des nouvelles armes antiques? Ça, je dis juste ça parce que moi, par rapport à cette théorie de oui, le Gorosei serait des nouvelles armes antiques, non, il y en a déjà 3 dans le monde qui peuvent ravager le monde, ça sert à rien d'en mettre 5 d'autres. Hein. Genre, je vois pas déjà que ces 3 armes antiques peuvent foutre le bordel et détruire le monde. Bon, en rajouter 5, plus Im 6 qui serait en haut d'une tour d'argent et de Redline, en mode ouais, bon. Ouais, je suis pas très fan de cette idée et de cette théorie. Et on va finir par le fait, il dit tout simplement qu'il a déjà rencontré une fois Vegapunk. Intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que ça serait une référence? Souvenez-vous quand Vegapunk avait dit non à Dragon pour les rejoindre, il aurait du coup rejoint le gouvernement mondial et rencontré le Gorosei une fois pour dire voilà, je peux faire ça, je peux étudier ça, j'étudie pas ça, je peux faire ça pour vous, pour le gouvernement, pour le Gorosei, etc. Armement, machin, etc. Je pense que ça fait référence à ça. Et il dit tout de même que c'est dommage de devoir en arriver à le tuer. Et en fait, c'est normal. Vegapunk lui est quand même quelqu'un de respectable, je pense, à ses yeux, qui a fait beaucoup pour ses forces armées, etc. En créant les Séraphins, les pacifistes, etc. Donc je pense que c'est normal qu'il ait un peu le seum que son inventeur de génie doive être tué. Les amis, on arrive à la fin de cette critique analyse et de ce chapitre 1073. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un réel plaisir de faire cette critique. C'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez vu, plus de presque 40 minutes de vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une critique aussi longue. Mais j'avais tellement de choses où j'avais envie de vous en parler, de vous donner mon avis. Et surtout, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant ici ou à regarder la dernière critique analyse en cliquant là. Je vous dis à très vite pour le chapitre 1074. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et paix et amour sur vous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.